Avant de commencer ce podcast, je voulais vous faire un petit message pour terminer la saison. Avec ce 8e épisode, la saison 1 va se terminer juste avant de commencer la saison 2 en septembre. Le but de la saison 1, c'était surtout de tester le podcast, voir comment est-ce que les invités et vous, les auditeurs, auditrices, allaient réagir. Et ça m'a permis pour moi de voir ce que j'avais envie de transmettre grâce à ce nouveau format. Alors je voulais tous et toutes vous remercier, que vous soyez auditeurs, auditrices, ou que vous soyez passés devant mon micro. Merci beaucoup, parce que grâce à vous, le podcast On fait du ciné et tous les autres formats que je fais sur mes réseaux ont pu évoluer. Merci beaucoup pour votre confiance. On fait du ciné reviendra pour une saison 2, délocalisée sûrement à Paris, mais toujours avec cette envie de transmettre notre amour pour le cinéma. Place à l'épisode. Dragon, Rio ou encore La Princesse et la Grenouille, aujourd'hui on discute avec Jodie Whitmay. Bienvenue dans On fait du ciné, saison 1, épisode 8. Bonjour Jodie. Bonjour Nathanaël. Eh ben écoute, bienvenue dans le podcast On fait du ciné. Merci, quel plaisir. Et un peu impressionnant également de plaisir d'être là. partagé, je comprends que ça soit impressionnant dans ce magnifique studio super équipé. Aujourd'hui on a la médiathèque des Capucins comme d'habitude qui nous prête cette salle, merci beaucoup à eux. On fait du ciné, c'est le podcast qui va parler un peu anecdotes personnelles et histoires sur le cinéma. Et aujourd'hui, petite particularité de cet épisode, on va surtout parler de cinéma d'animation. Exactement, et voilà. Oui. Moi, il faut savoir que je suis un grand fan des studios Disney, enfin surtout dans mon adolescence. Mais ça, on en reparlera peut-être à un autre moment. Je pense. Et toi, du coup, tu aimes vraiment l'animation. C'est quoi ton rapport avec l'animation ? Pourquoi vraiment cet attachement en particulier ? Est-ce que ça va être ce côté qu'on pourrait dire un peu plus enfantin, qui va du coup être un peu en mode film doudou ? Ou est-ce que c'est le fait que ça soit juste du dessin ? C'est quoi ? Dis-nous tout. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que c'est un peu les premières expériences de cinéma en fait, que j'ai eues dans ma vie, d'avoir les films d'animation comme beaucoup de gens, je pense. Et ouais, il y a un peu ce truc-là aussi de films un peu confort où tu sais que tu prends pas trop de risques à retourner voir des Disney, retourner voir des DreamWorks, etc. Je pense que ça vient particulièrement de là. Et aussi, parce que j'ai une attache particulière quand même au dessin, dessin animé, l'art, tout ça. Ouais. Et je pense que c'est ces trois trucs en fait qui ont fait que c'est un peu un genre qui me parle beaucoup. Et même peut-être qu'il me parle parfois plus que le cinéma en prise de vue réelle, mais c'est parce que je pense que c'est une attache plutôt particulière. Que j'ai plus. Mais on relie souvent le cinéma d'animation à l'enfance, parfois à tort, en vrai. C'est vrai. Mais du coup, on va un peu parler de ça. Dans ton enfance, c'est quoi les films qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont bercé ? C'est quoi tes premiers souvenirs en fait de films d'animation ? Premier souvenir de film d'animation, je crois que je me souviens beaucoup avoir séché la Belle au bois dormant. Délire. Je sais pas pourquoi celui-là en particulier. Ça fait d'ailleurs longtemps que je l'ai pas vu, mais c'était le personnage de Maléfique qui me fascinait. Il était fou. Le doublage également, ça faudra qu'on en reparle aussi. Ouais, mais bien sûr. Le doublage de Maléfique me terrifiait. La voix était tellement puissante, elle faisait tellement peur, l'animation était genre tellement fluide et tout. Et franchement, c'est peut-être un des premiers dont je me souviens. Et il va de pair aussi avec La Princesse et la Grenouille. Ouais. Mon frère me le rappelle encore souvent, il me dit je me tapais peut-être genre 2 fois, 3 fois par jour La Princesse et la Grenouille dans la maison à cause de moi. Et je m'en excuse pas parce que c'est vraiment un très bon film que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Un peu un enfer quand même de se le taper 3-4 fois par jour. Oui, je peux comprendre, mais après on a chacun nos petits fixettes, je pense, sur des films. Je suis sûre que t'avais un film en enfance aussi pareil. Bien sûr, en enfance, en boucle. Moi je sais qu'en animation, en tout cas en Disney, j'ai beaucoup maté Cendrillon. Ok. Ouais. Waouh. Je sais pas trop pourquoi. Je sais qu'on avait un DVD de Cendrillon à la maison et je kiffais le mater avec les petites souris et tout. Je trouvais l'ambiance très 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 cool. Les musiques étaient très bien aussi. Et c'est le seul truc. Mais je le regardais pas en boucle 3-4 fois par jour comme ça. J'étais pas taré à ce point-là. J'exagère peut-être un peu le trait. Non, t'exagères pas, je suis sûr. Allez, ça y est. Mais ouais, ok. Mais en même temps, c'est drôle du coup ce rapprochement entre La Belle au bois dormant et La Princesse et la Grenouille, parce que La Belle au bois dormant, on est quand même au tout début des studios Disney. On est dans les années 40, quoi. Enfin, à peu près dans ces années-là de tête. Et La Princesse et la Grenouille, c'est le dernier film des studios Disney en animation 2D, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, celui d'après, c'était Réponse, si je me trompe pas, donc on est au début des années 2010, un peu avant 2010. C'est 2010 précisément, La Princesse et la Grenouille. Ah ouais ? Ouais, sorti en 2010. Ouais, voilà, ça m'étonne pas. Bah ouais. Mais ouais, je sais pas, il y a quand même une attache particulière en vrai à l'animation 2D, je trouve. La 3D c'est chouette, mais je sais pas, il y a quand même
je pense que c'est l'idée du savoir-faire de faire l'animation 2D Ouais. qui est juste fou, parce que ça restait quand même du travail vraiment à la mano, quoi. Ouais, Et carrément. alors, aujourd'hui, t'as beaucoup plus d'aide en termes de logiciels, tout ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un savoir-faire qui est assez fou. Ouais, et puis en fait, surtout, il y a une espèce de simplicité des studios Disney où ils se sont dit, bon bah la 3D existe, on va tout faire en 3D maintenant. Et ils sont un peu plus trop posé la question de est-ce qu'on revenait à la 2D. Ils ont vu ça comme une espèce de passage, quoi. C'est vrai. Et en même temps, je crois qu'ils ont... Bah, on peut en parler maintenant, Ouais, mais ouais, ils carrément. ont un peu compris quand même que la 3D, c'est chouette, ça aide beaucoup, je pense, mais ça plaît peut-être de moins en moins au public, parce que là, on assiste quand même à un Disney qui Qui se... slow down. Ouais, de qui ouf. se casse un peu C'est assez violent. la gueule. Et j'ai vu passer ça, mais il repartait là pour au moins un Pixar sur du truc dessiné un peu à la main. Ouais, exactement. Ouais, il me semble que c'est prévu pour 2030 à peu près. Oui, ça s'appelle Gâteau, je crois. C'est un Ah Disney oui, Pixar, bien il me sûr. semble. Ouais. Et c'est un Pixar, t'es sûr? Parce qu'en fait, moi, je trouve ça super étonnant que Pixar passe à l'animation traditionnelle. Parce Alors que que là, ça c'est serait pas eux. un retour. Ouais. Parce que Pixar, c'est vraiment un passage. C'est ça, ouais. C'est Pixar qui a un peu initié Disney à la 3D. au truc généré par ordinateur et tout. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est assez drôle parce que avant que Pixar appartienne réellement à Disney, en fait, certaines séquences dans les films Disney des années 80-90, genre Aladdin, La Belle et la Bête, voilà, Oui, pardon. la Et scène bah, du bal. t'as quelques séquences qui sont en 3D et qui sont faites en fait par Pixar. Oui, je me souviens. Et en tant que prestataire, quoi. C'est ça, c'était le début de leur collaboration. Et c'est après que ça a évolué pour qu'au final, je sais plus en quelle année, mais qu'ils rachètent effectivement Ouais. Pixar et que ça devienne vraiment Disney Pixar. Mais ouais, je trouve ça fou qu'à la base, ça marchait juste en prestataire, en mode bon, cette scène-là, on la refile On à fait un peu de Pixar 3D, et tout. voilà, hop là, et Ça tout sera le monde est chouette content. et puis on passe à autre chose, quoi. Mais je trouve ça vraiment cool. Et j'ai appris que le passage de Disney, justement, de la 2D à la 3D, il a été fait pour des raisons un peu pourries, et justement, ça fait un peu écho avec ce qui est en ce moment. Mais en fait, il y a eu 2 énormes flops de films en 2D dans les années 2000. Il y a eu Cusco et La Ferme se rebelle. Et ça a été des gros flops. Alors Et donc, alors que Cusco, c'est un banger. La Ferme se rebelle, ça peut se comprendre. Et en fait, du coup, en 2004, ils se sont dit, ah bah, ça veut dire que les gens, ils aiment pas l'animation traditionnelle. Hop, on passe à la 3D. C'est QFD. Alors que pas du tout, ouais, mais c'est vrai que Cusco, je crois que ça a été un gros flop. Bah, j'avais regardé une vidéo récemment sur comment est-ce que Cusco avait été imaginé, écrit, etc. Ouais. Et la toute première version de Cusco, c'est genre le Royaume du Soleil, je crois que ça s'appelle. Ok. Et on restait vraiment dans un truc qui était très Disney pour le coup, avec une histoire d'amour, un peu de mythologie, du coup, Inca, tout ça. Ah oui, d'accord, ouais, bien sûr. Et au final, ils se sont dit, bah, effectivement, ça marche plus trop, nos histoires de romantisme, etc. Et donc, ils sont partis sur un truc complètement Full parodie, barré, quoi, full ouais. barré, etc., qui est vraiment dans l'hyperbole et tout, et ça donnait Cusco. Et c'est vrai que sur le coup, je crois que ça a fait un giga Bah, flop. les gens s'attendaient pas à ça, en Alors fait. que nous, puis même, enfin, il dure, je crois, il dure à peine 1h10, je crois, il est vraiment il est très assez court. rapide. Et donc, quand tu ponds ça, je pense, après des trucs genre la Belle et la Bête, je crois, qui a été Ouais. premier à être nommé aux Oscars. Quand tu mets ça après le Roi Lion et tout, bah forcément, t'as l'air un peu. T'as l'air d'un petit studio. Les gens quoi. n'ont pas trop compris, quoi. Et en fait, c'est quand John Lasseter est arrivé, du coup, à la direction des studios Disney, il a fait, bah, les gars, c'est pas pour ça, c'est juste parce que vos histoires, elles étaient pourries, c'est pas à cause de la 3D, venez, on remet la 2D pour la princesse et la grenouille, je vous en supplie. Et du coup, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment, où Disney et Pixar sont là en mode, oui, mais on fait que des suites, parce que quand on met des trucs originaux, et bah vous allez pas les voir au cinéma, et ça fait des gros flops. Oui, en même temps, moi je vois beaucoup de gens sur les réseaux notamment qui disent, mais qui a entendu parler des derniers trucs? Mettez une vraie équipe marketing sur le truc, parce que c'est vrai qu'ils vendent pas leurs séquelles du coup de la même manière qu'ils vendent leurs nouvelles idées. Genre Elio, si j'avais pas été au cinéma et qu'ils auraient pas mis la bande-annonce, je n'aurais, je pense, jamais entendu parler, quoi. Ouais, alors que Toy Story 5, on en entend C'est parler ça. depuis déjà des C'est mois, ça. alors qu'il sort que dans les prochaines années, quoi. C'est ça qui est fou, et franchement, je pense que c'est un des trucs qui me fait un peu perdre pas perdre foi, mais il y a moins cette magie, bon peut-être parce que j'ai grandi aussi, effectivement, de regarder un film Disney, t'as un peu cette peur là que ça va te décevoir encore une fois. Je suis assez d'accord. Tu vois. Pour moi, les nouvelles histoires originales de Disney, t'y vas pas en pensant que c'est du Disney, enfin ça marche plus du tout. Il y a un nouveau truc. Tellement l'âme qui a été perdue ça. dans ces films. Et ouais, non, c'est vraiment dommage. Après, il y avait des trucs qui sont. En fait, ça m'a énervé. C'est que. Enfin, énervé.
Oh là là, Attention, le tu mot es énervé. Le mot est un peu fort, mais le fait que les histoires originales qui sont sorties, notamment Pixar, je pense à Soul ou je pense à Luca aussi. Luca ou Alerte Rouge, Alerte Rouge, ouais. qui ont passé la case cinéma pour aller directement sur Disney+. C'est infernal. C'est hein. trop dommage parce que les histoires sont genre trop bien et pour moi si ça avait été au ciné ça aurait relancé je pense pas mal Disney Pixar et c'est vraiment des belles histoires qui ont des vrais, enfin qui pour moi ont un public enfant qui transmettent des vraies valeurs et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient loupé la case ciné pour ça et franchement d'accord, surtout moi pour Soul qui était un film que j'attendais beaucoup et que j'ai trouvé génial, là où Luca et Alerte Rouge étaient des bons films mais qui sont pas des films qui m'ont marqué en vrai, je pense qu'ils me marqueront pas l'histoire de la boîte et tout. Après pardon non vas-y. Moi c'est Alerte Rouge, je pense pour moi c'est vraiment un film qui est écrit par une femme à destination de jeunes femmes et je pense que c'est pour ça peut-être que j'étais un peu plus sensible que toi et c'est pas du tout un reproche ou quoi mais juste je pense que c'était quand même une destination qui était plus de public féminin et je trouvais ça vraiment osé en fait pour Disney de faire ça. Oui c'est vrai. Et non franchement moi il m'a fait rire. Parce que c'est vraiment une représentation des meufs de 12-13 ans et je trouve ça vraiment drôle comme film pour le coup. Je pense que ça m'a un peu moins touché aussi parce que je suis pas trop dans cet univers. Où est-ce que ça se passe ? C'est dans un pays en Asie, mais est-ce que c'est un vrai pays ou est-ce que c'est fictionnel ? Non, justement, il me semble que c'est genre un mix de Canada et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Japon, enfin en tout cas un pays. C'est un peu fictionnel. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment un mix de cultures en fait différentes et je trouve ça un peu glorieux. Et c'est pas des cultures qui vont m'attirer énormément dans leur représentation ou quoi. Je sais que c'est des cultures qui attirent énormément de monde. Aussi, en tout cas, mais moi je suis là, c'est pas plus que ça, j'aime bien, mais pas. Enfin bref. Mais ok, trop bien. Ça c'était un peu tes films. On a digressé énormément, mais c'était tes films que tu as vraiment poncé quand t'étais plus jeune. Rio aussi, pardon, j'ai oublié le citer. Rio, ça peut-être un peu plus tard. C'est plus tard on se le garde pour plus tard ou on le prend maintenant ? Bon, juste, c'est dans la liste des films qui m'ont bien marqué aussi. Tu sais quoi, on le prend comme ça, hop, on le range dans la poche. Ok. Et on le reprendra tout à l'heure. Mais du coup, plus tu grandis, moi, il y a un truc qui m'intéresse énormément parce que je trouve ça très très important. C'était quoi tes posters de films dans ta chambre ? C'est drôle. Est-ce que tu en avais même ? Ou est-ce que tu faisais partie de ces gens avec des murs blancs uniquement et des photos de tes potes et c'est tout ? Ou est-ce que tu avais des posters de cinéma Je crois que j'ai... Oh là là, non, ça a été très tard de mettre des posters de films. Je pense parce que je cherchais pas forcément à en mettre. Mais sinon, du coup, rien à voir avec le cinéma d'animation. Mais là, j'ai encore dans ma chambre, du coup, chez mes parents, 2 posters de Avengers Endgame et Avengers Infinity War. Ok. Donc vraiment rien à voir. Enfin, Disney, Marvel, tout ça, pourquoi pas. Mais sinon, ce que je faisais, c'est que ça c'est terrible, je découpais, tu sais, dans les magazines de télé, tout ça, les programmations. Classe. Genre des fois, ils font programmation 21h30, n'importe quel film, genre, je sais pas. Et je les découpais et je les collais sur ma porte. Donc là, j'ai genre plein de films dessus. Mais non. Mais ouais, dans mon enfance... j'arrive pas à rêver. Je pense que si peut-être La Reine des Neiges à la limite, mais classique. Ouais, je reste classique. Ok, non, franchement, c'est pas mal. Et forcément aussi, deuxième chose très très importante reliée au cinéma et à l'enfance. Est-ce que t'as des trucs qui t'ont plus trauma que d'autres, des films qui t'ont trauma vraiment dans ton enfance ? J'ai plus le nom du réal, mais moi il y avait un film que mon père et mon frère regardaient un jour et je suis rentrée et j'ai eu le malheur de rentrer dans le salon. C'est le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Ouais, bien sûr, l'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Ah oui, ou le drôle de Noël. Non, c'est le drôle de Noël, je crois que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et horrible. Bien sûr. J'ai vu les images et ça m'avait fait trop peur. En fait, l'animation est vraiment pile dans la Uncanny Valley, comme on appelle ça. Et c'est trop bizarre, genre on dirait que c'est proche de l'humain, mais ça fait peur. Et je l'associe un peu à l'animation du Pôle Express. Et figure-toi que c'est le même réal et la même technologie qui est utilisée. En fait, c'est Robert Zemeckis, du coup, qui est réal. On le connaît dans le film traditionnel, genre pour Retour vers le futur, Forrest Gump, etc. Et il aime bien se lier un peu à l'animation, au truc. C'est lui qui avait fait Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui mêle animation et prise de vue réelle, et cool. Et il a développé une techno avec des techniciens à lui, qui est une boîte qui lui appartient et tout, et qui s'appelle la performance capture. Et c'est un peu comme de la motion capture,
Donc en gros, juste capturer les mouvements des... Genre ce qu'il y a dans Avatar, techniquement. Et voilà. Et sauf que là, il filme vraiment les personnages pour avoir encore plus de ressenti et tout. Et ça donne quelque chose de très dérangeant. Bah c'est ça. Enfin, je pense que c'est qui tout, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas du tout. Et moi, je l'ai vu quand j'étais petite et j'ai jamais voulu le regarder. Ça me faisait trop peur, c'était vraiment trop étrange. Donc ouais, non, pas mal de mini-traumatismes sur ça. Et après, si on parle uniquement de films d'animation, je suis pas sûre que j'ai autre chose en tête sur les trucs qui m'ont un peu bouleversée ou traumatisée. Ok. Je pense que lui, elle va être traumatisée par ce qu'elle vient de voir. Pour ceux qui nous écoutent juste en audio, il y a une enfant qui vient de se coller à la vitre de notre studio Dernier Cri. Ok. Et donc, forcément, on continue cette rétrospective un peu dans ta vie. Tu t'évolues, et à un moment, tu te dis, tiens, si je faisais des études peut-être dans le cinéma, peut-être que ça peut m'intéresser. Pourquoi est-ce que tu fais des études dans le cinéma ? Est-ce que tu as un déclic à un moment où tu te dis, ah punaise, le cinéma, ça peut être ça aussi, c'est cool. Comment ça se passe ? Je suis pas sûre d'avoir eu un déclic, en fait, exactement où je me suis dit, là c'est le moment où ça y est, là je me lance, j'ai envie de faire ça. Je pense que quelque part j'ai toujours eu un peu envie de faire de l'image, de transmettre des trucs à travers l'image, que ce soit de différentes façons, parce que comme je disais, je dessine un peu, donc des fois faire des petits dessins pour des potes et tout, je trouvais ça un peu marrant de transmettre du rire ou des souvenirs comme ça, etc. Et je pense que je me suis dit que le cinéma c'était un des trucs où une des seules choses qui me faisait genre complètement oublier la réalité et te mettait dans un monde complètement à part l'espace de 1 heure, 2 heures. Ouais, bien sûr. Et je me disais, j'aimerais trop pouvoir transmettre ça à d'autres gens aussi, à travers des histoires que j'écris, des histoires à lesquelles j'ai participé à la technique, etc. Ouais. D'où mon choix de me dire, bah, en fait, en études, s'il y a bien un truc que j'aime, c'est raconter des histoires, faire partie de la vidéo, etc. Et je me suis dit, bah, allons là-dedans, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis mise... dans cette histoire-là, mais ouais, c'était vraiment pour refaire ce sentiment, genre, qui est pour moi vraiment unique. Tu rentres dans une salle de ciné, t'es pas vraiment le même que quand on sort après, tu vois. Ouais, carrément. De façon positive ou négative, ça dépend vraiment du film. Mais c'est vraiment cette immersion, en fait, dans laquelle tu te mets et tu peux mettre des gens. Et je trouvais ça trop chouette comme chose à faire, quoi. Ouais, bien sûr. T'as des exemples de films où t'es allé les voir au ciné, justement, et tu ressors après et t'es là, je suis pas du tout la même personne. Il y avait un film qui m'avait mis pas du tout d'animation par contre, qui m'avait mis une petite claque, c'était Le sens de la fête. D'accord. Je sais pas pourquoi lui en particulier, mais je sais pas, je suis rentrée parce qu'en fait j'ai malheureusement ce truc d'a priori de film français où je me dis, on sait faire la comédie mais pas toujours hyper bien. Et j'y suis allée et je me suis dit bon, on verra. Et finalement quand je suis sortie, je me suis dit putain ça c'est beau, l'histoire est un peu belle, c'est un peu touchant, tu t'attaches vraiment au personnage en 1h30, tu vois. Et je me suis dit ok, là c'est chouette. En plus je me suis dit vraiment mais c'est français, c'est beau, tu vois. J'étais un peu fière du truc de me dire ça a été fait pas très loin de chez nous finalement, c'est pas vraiment un blockbuster états-unien ou quoi. Et ça m'a mis une petite claque quand même. Et ça parle de quoi, Le sens de la fête, comme je l'ai pas encore vu? Je sais que j'en ai entendu parler. C'est intéressant, mais... c'est cool. Le sens de la fête, c'est que tu vas suivre Max, donc c'est un organisateur de mariage. Ok. Donc dans un mariage assez aisé, donc dans un grand château, etc. Et en fait, tu vas suivre toute la troupe de cuisiniers, de serveurs, toute la troupe en fait du mariage qui va devoir supporter le marié qui est absolument insupportable et réussir à s'en sortir à travers toute la soirée du mariage. Et évidemment, il leur arrive plein de broutilles, etc. Et les personnages, pareil, sont attachants en fait. C'est très chouette. Je t'en dis pas plus, que ça t'auras le temps de regarder. Mais franchement, très drôle. Il allie émotion avec humour assez bien. Et plutôt pas mal. Ok, je regarderai ça. Avec plaisir. D'ailleurs, petite parenthèse, mais tous les films qu'on est en train de citer aujourd'hui sont disponibles dans une liste, dans la description. Comme ça, si vous voulez voir un peu toutes nos recommandations, vous pouvez. Voilà. Et t'avais un autre truc à dire, il me semble, un autre film comme je ça. cherchais, non, mais là, j'ai rien en tête. Pas. Donc okay. C'est ciao, quoi. Ouais. Ok. Et donc, tu veux bosser, enfin t'as voulu bosser dans le ciné, t'as fait des études. Est-ce que à cause de ces études, tu as des films que tu n'arrives plus à voir, genre des films que t'as trop poncé et que du coup ça je ne peux plus me le mater parce que je l'ai trop poncé, je l'ai trop analysé?
Pas tant en vrai. Pas tant. Non, c'est un peu. C'est cool du coup. Bah c'est bien, au moins ça me permet d'avoir Ouais. des trucs. Et en fait, non, juste vu que de base j'ai pas une culture cinématographique qui est Ouais. très très étendue, ça m'a plus fait découvrir des films, trop bien. ces études-là. Des films que peut-être que j'ai pas aimé, que je regarderai pas dans mon temps perso, c'est sûr. Mais ouais, c'était plus une question de découverte en fait. Donc je dirais qu'il y a pas de trucs qui m'ont vraiment. Où je me dis, non là, c'est bon, je n'en peux plus. T'as des découvertes qui t'ont vraiment marqué pendant ces années d'études ou t'as pas trop de choses qui te viennent en tête là? C'est pas des films que j'ai adorés, des films que j'ai bien aimés, j'ai pas passé un mauvais moment devant, d'autres que j'ai un peu moins appréciés pour le coup. Notamment que j'ai moins apprécié, je dirais qu'il y a... j'ai perdu Akira. D'accord. C'est un film d'animation aussi. C'est très méchant à dire, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui apprécient énormément ce film. J'ai passé un mauvais moment, quoi. D'accord. Et après, ça joue un peu parce que on l'a vu en VF et c'était terrible. Mais ouais, non, j'ai pas passé un très bon moment devant le film, j'avoue. Ok. Et sinon, un film que j'ai bien aimé, c'est un film français qui est sorti où il y a Romain Duris dedans, où c'est une épidémie de gens qui se transforment en animaux. Je sais plus le nom. Et il est un peu bien. J'ai perdu le nom, c'est terrible. Ok. J'ai pas entendu parler de ce truc. Je crois qu'il avait fait pas mal de bruit pourtant, mais je sais pas, bref, il était... Non, bien sûr. Pour un film français, j'étais vraiment surpris des effets spéciaux, etc. Ok, c'est drôle. Et c'est un des moments où je me suis dit, en vrai, il y a vraiment un monde où on peut se faire on a déjà une vraie place à l'international, évidemment, mais je sais pas, il y a eu ce petit déclic de me dire, on peut vraiment faire du bon truc qui peut aussi aller loin dans le box-office mondial, quoi. Mais en fait, ça marche énormément. Enfin, c'est des trucs qu'on voit depuis... surtout l'année dernière avec tous les gros trucs qu'il y a eu qui sont sortis en France et qui sont partis à l'international. Oui. Mais le problème, c'est que les acteurs français n'attirent pas à l'international. Genre Le Comte de Monte Cristo est sorti aux États-Unis. Big flop parce que les gens sont juste pas venus parce qu'ils connaissaient Pierre Ninet, quoi. Et encore, Pierre Ninet, je pense que c'est un des seuls acteurs que des gens internationaux peuvent citer de la France. Avec Yves Saint Laurent et tout, je pense que c'est un des plus qu'on peut citer. Jean Dujardin avant. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a peut-être. Et voilà, quoi. Dans la liste des 5 premiers, je pense, il y a Pierre Ninet dedans. Ouais, sûrement. Mais tu vois, ça a pas attiré les gens. Après, peut-être que le fait que le film dure 3 heures, peut-être que ça n'a pas attiré les Américains non plus. Mais voilà, là où des films français comme The Substance ou Emilia Pérez, qui étaient portés par des actrices américaines, ça a attiré plus un public international. Donc c'est vrai qu'on a juste un tout petit peu encore de mal avec ça en France. C'est que nos acteurs et nos actrices n'attirent pas. Et en même temps, je me dis, c'est pas plus mal qu'on garde peut-être ce truc-là de faire travailler quand même des acteurs français, etc. Parce que c'est un milieu qui galère un peu aussi. Carrément, donc, c'est super important. Donc c'est important aussi. Mais je comprends aussi le point de vue si on veut que ça aille un peu plus loin que la France, faut peut-être effectivement changer de tête d'affiche. Ouais, peut-être. Mais bon, après, ça, c'est quand même c'est pas juste des films qui vont avoir autant de buzz, entre guillemets, qu'en France, quoi. Mais c'est quand même des films qui marchent bien, au final, à l'international. Donc bon, effectivement, je pense qu'il y a pas trop de problèmes là-dessus. On a parlé de tes traumas, on a parlé de tes films d'enfance, on a parlé de tout ça. Je pense que c'est le moment pour arriver sur les films vraiment qui t'ont juste marqué à vie, qui sont tes films à toi, les films que tu adores. Oui. Quel film tu peux nous citer là ? Évidemment, je pense que je vais de pair avec ce film, c'est Dragon. Dragon, évidemment. Ouais, là, ça c'était, je pense que c'est mon film d'animation favori, enfin ma trilogie de films favoris, ouais. J'ai tout de suite je me souviens pas d'un moment dans ma vie où j'ai découvert Dragon, en fait. C'est drôle. J'ai un peu l'impression que c'est ce truc où t'as toujours connu, c'est ça. Et ouais, non, c'est vraiment un beau film que j'aime énormément. Je saurais même pas commencer par où expliquer pourquoi j'aime tant ce film. C'est juste c'est tout son ensemble, quoi. Le 1 en particulier, le 2 est bien, le 3 l'animation, enfin le design des personnages me laisse un peu plus à désirer. Mais ouais, non, c'est vraiment ma trilogie phare, je pense. Ok, avant de rentrer dans la trilogie d'animation, est-ce qu'on peut faire un petit point actu ? Le live action, c'est bien, c'est pas bien ? Qu'est-ce que t'en penses ? Mais en fait, je pense que je suis biaisée, honnêtement. Mais en même temps, je suis biaisée parce que j'étais très contente de retrouver l'univers, mais en beaucoup plus réel, du coup. Ouais. Parce que pour le coup, des fois, ça sent un peu le studio, certes, sur certains plans, certains cadres, ça pue le studio, mais il y a quand même des trucs qui ont été faits réellement ou qui ont tourné dans des vraies localisations. Et ça te plonge en fait beaucoup plus, c'est beaucoup plus immersif. Donc ça faisait trop plaisir de retrouver ce monde
que j'ai tant regardé dans mon enfance qui soit vrai en fait. Je trouve ça un peu chouette. Comprends. Mais après, c'est quasiment du shot par shot, quoi. Donc c'est ce que j'ai entendu. Moi, je l'ai pas vu la version live action, mais du coup, quand j'ai entendu ça m'a fait penser au live action du Roi Lion, le premier, qui effectivement était du shot par shot. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais moi, j'avais regardé le dessin animé Le Roi Lion la veille. Okay. Vraiment juste avant d'aller voir. Et en fait, j'étais attends, les gars, c'est les mêmes répliques au mot pour mot. J'étais waouh. Mais en même temps, ça ne peut pas être mauvais vu du coup. Mais c'est ça. Mais c'est qu'en fait, vu que le truc est bien de base. Je pense que les gens vont critiquer si ça change, comme c'est le cas pour tous les autres live action. Et en même temps, si c'est la même chose, tout le monde va dire ça sert à rien d'en faire un, etc. Mais du coup, moi je pars du principe que dans tous les cas, ils auraient refait un live action parce que le capitalisme leur est demandé. Oui, bien sûr. Et du coup, je suis quand même contente qu'ils se soient liés à l'original, qu'ils gardent ce qui a fait l'essence du bon film et surtout qu'ils gardent le même réal qui lui il le dit lui-même, je garde mes personnages, je comprends le cœur, je comprends leurs raisons, etc. Génial. Donc voilà, et en vrai, ça se ressent un peu parce que les ajouts et les choses qui se différencient du film d'animation, ça fait sens et c'est quelque chose qui est réussi, je trouve. Les ajouts sont vraiment réussis, ça ajoute de la profondeur au personnage, etc. Ça, c'est bien, ça. Donc voilà, mais dans l'ensemble, moi j'ai pas du tout été déçue. Ok, trop cool. En fait, c'était juste une question de nostalgie. Je pense pas que je disais que je suis un peu biaisée. C'est juste que question de nostalgie, retrouver le monde, retrouver les personnages, etc. C'était super content. C'était vraiment chouette. T'as l'impression vraiment de découvrir une nouvelle histoire, alors que non, c'est la même chose. Mais t'es quand même content. Et donc, c'est par le même réal. Mais du coup, ils en ont gardé qu'un, comme il y en avait deux sur le premier Dragon. T'avais Chris Sanders et Dean DeBlois. C'est ça. Et donc là, ils ont gardé qui, tu sais? Ils ont gardé que Dean DeBlois, qui était du coup le réal avant. Ok. Et d'accord. Voilà, mais ouais, du coup, je pense qu'on peut passer sur un petit point anecdote pour Avec nos plaisir. auditeurs, nos auditrices. Mais du coup, Chris Sanders et Dan DeBlois, c'est un duo un peu iconique de chez Disney de base. Oui. Et qui ont fait Mulan, qui ont fait Lilo et Stitch ensemble. Et qui ont, il me semble, pitché un film à Disney. Disney a dit non, ça on n'aime pas. Et du coup, ils sont partis chez DreamWorks. Et DreamWorks ont produit Dragon. Et d'ailleurs, Dragon, pas grand monde y croyait au début. Et oui, j'en ai parlé de ces anecdotes-là de... Oh, non, pas trop. C'est ça, ça va être un petit film de série B, comme ça a passé. Et voilà. Et c'est inspiré d'un livre. Alors moi, quand j'ai appris ça, j'étais choquée. Je n'avais jamais entendu cette info avant. Après, le livre, donc c'est Cressida Cowell qui l'a écrit. Il est sorti pas tant de temps avant le film. Ouais, il est sorti en 2003. C'est ça. Parce que au final, l'histoire du livre et l'histoire du film sont très différentes. Il y a vraiment... voire même ça n'a rien à voir, c'est juste les personnages sont juste pompés du livre en fait. C'est ça. Il y a même pas Astrid dedans par exemple, qui est le personnage secondaire, je dirais. Et ouais, non, c'était très différent, mais apparemment, je crois que c'est un des deux réals qui s'est dit ça m'intéresse, ça je pense qu'il y a moyen d'en faire un film, donc je prends. Et c'est la même histoire que Shrek d'ailleurs. Shrek c'est tiré d'un livre à la base, et je trouve ça fou comme anecdote. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'ils voulaient un peu en faire un nouveau Shrek, cette version-là, quoi. Ils voulaient faire un truc un peu drôle, pour la famille, un peu déjanté et tout. Et effectivement, comme tu dis, il y a un des réals qui a dit non, là, je pense qu'on peut avoir un truc de plus profond, de plus cool, et tout. Et donc voilà. Et c'est d'ailleurs... Là où aussi les gens ne croyaient pas trop, c'est que c'était un des premiers films d'animation, et c'était le premier film DreamWorks, qui avait pour personnages principaux des adolescents. Et c'était pas du tout quelque chose qui était trop la norme, c'était soit des adultes, une famille, ou des animaux, enfants, quoi, ou des animaux, beaucoup, de ouf, t'as raison. Mais des adolescents, il n'y en avait pas beaucoup. Et au final, beaucoup justement d'adolescents ont réussi à s'identifier là-dedans, quoi. Donc non, mais c'est assez dingue. Et j'ai appris aussi, et ça sera ma dernière anecdote sur ce film, je n'ai plus rien après, mais que justement, vu que les deux réals avaient envie d'avoir un truc un peu impressionnant avec un look un peu ciné et tout, ils ont pris un gros chef-op hollywoodien qui a été césarisé 8 fois, qui s'appelle Roger Deakins, et qui a fait genre Blade Runner 2049, 1917 et tout, et juste pour l'avoir en tant que consultant sur le film, et pour qu'il puisse juste valider un peu les plans, les lumières, les machins, donner des conseils pour que ça ait un look un peu plus ciné et plus pro et tout. Et j'ai trouvé ça assez cool, et ça se ressent en vrai, c'est vrai dans le film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je pense que c'est un des films où tu peux faire pause un peu n'importe quel moment.
je grossis un peu le trait, mais et tu te dis ça genre ouais, ça peut faire un fond d'écran, le cliché ça peut faire un beau fond d'écran en 16:9. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça assez chouette. Et autre anecdote du coup qui est relativement assez connue, c'est qu'ils ont vraiment simulé des explosions, enfin genre ils ont vraiment fait exploser des trucs pour que les animateurs fassent ça marche comme ça le feu. Ah, c'est énorme. Et voilà. Et je trouve ça un peu drôle. Ah, c'est drôle. Parce que oui, dans l'animation, c'est quelque chose qui arrive souvent, de prendre des modèles vivants mais faire des explosions. Ouais, je trouve ça... C'est très drôle. Ils sont allés pas à ils avaient un peu le budget, ouais, quoi. C'est ça. Punaise, c'est dingue. Et pour que tout ça ne se retrouve pas réellement dans le film après, c'est ça qui me fume de rire, quoi. Ok, et tu as une estimation à peu près de combien de fois tu as pu visionner ce film ? Visionner Dragon ? Ouais. Oh là là, mais comme je te disais, j'ai pas l'impression d'avoir eu une première fois à avoir vu Dragon, donc je pourrais même pas le dire, mais ouais, non, je pourrais vraiment pas... Ça se compte, je pense, en dizaines, honnêtement. Mais une dizaine, près des centaines, au-dessus de la cinquantaine. Allez, non bon, ça y est aussi. Si tu le regardes depuis... Et en même temps, si tu le regardes depuis que t'es petite et que tu fais comme La Princesse et la Grenouille et que tu te l'enchaînes 3-4 fois par jour, à un moment... Écoute, j'ai du temps, pas du tout, j'ai pas de temps à perdre, mais je le fais quand même. Non, franchement, je l'ai beaucoup regardé, mais j'aurais pas d'estimation. Ouais. Je sais par contre que le 3... Je l'ai regardé que 2 fois. Ah oui. Parce qu'il me fait juste... Il est pas ouf. Non, il est bien, mais juste il me rend trop triste. Ah. Et du coup, j'évite de le regarder pour pas pleurer pendant plusieurs... Il est triste. Genre c'est la fin de la saga, du coup tout le monde se dit au revoir et c'est ça. Au cas où il y a des gens qui l'ont Attention, pas vu, on spoil. Je vais éviter de spoil, ou alors je spoil en mettant un trigger warning. On spoil et on vous dira quand revenir. Les autres partez, vous prendre un café. À la fin, du coup, ils décident de se séparer de tous les dragons. Donc il y a ce au revoir de tous les humains et tous les dragons, donc de Croque-Mou et de Harold. Et c'est une scène vraiment où ils s'en vont et tout, et ça reprend un peu tous les moments de leur première rencontre. Et c'est un peu beau comme truc, la musique est exceptionnelle aussi. C'est triste. Et voilà, c'est super triste qu'ils s'en vont, et c'est la fin, quoi, c'est vraiment la fin de la trilogie où tout le monde se sépare. Et ouais, ça m'avait un peu fait de la peine. Ah, je pense bien. Et oui. Ouais, je pense bien. Je suis sensible. La fin de Toy Story 4, enfin la fin de la saga du coup Toy Story m'avait fait pareil, quoi. Ouais. Quand Buzz et Woody se séparent, ils sont à plus tard, camarades. Ouais. Toi, t'as la tête, non, restez ensemble, soyez meilleurs amis pour la vie. C'est quand même vachement mieux quand vous êtes ensemble. Je croyais en l'amitié, maintenant j'y crois plus. Mais je comprends. Moi, je n'ai ni vu le 2, ni vu le 3. J'ai vu le 1 il y a précisément 2-3 semaines. Ok, c'est pas excellent. précis d'ailleurs, mais je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai découvert très très tard. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai bien aimé. Okay. En fait, j'avoue que j'avais un peu un a priori dessus. C'est normal. En fait, je fais partie de ces gens où j'en ai un peu marre quand il y a une trop grosse hype autour d'un truc. Et il y a tellement de gens qui sont là en mode Dragon, c'est le meilleur film de tous les temps et tout, que j'avais un peu la flemme de le regarder. J'étais acheté, il va avoir un mec et un dragon, et puis voilà. Et puis ils sont potes, et voilà. Et ils font des trucs ensemble, et voilà. Et en fait, j'ai bien aimé, quoi. Oui. J'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas du tout à ça. Et forcément, vu que je m'attendais à un truc nul, j'ai d'autant plus profité du moment. C'est mieux dans ce sens-là. Ouais. Et comme t'as dit très rapidement tout à l'heure, punaise, mais les musiques, et quoi. Oui. Mais c'est exceptionnel. Ouais, John Powell qui est très très fort. Mais d'ailleurs, j'ai réalisé il y a quelques années que les 2 films que j'avais beaucoup séchés dans mon enfance, donc Rio et Dragon, c'est le même mec qui a fait la musique, et c'est les 2 trucs qui me marquaient le plus sur les films. C'est ouf. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est mon compositeur préféré, lui. Et il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Je crois qu'il a fait Shrek et l'âge de glace, mais je dis peut-être n'importe quoi. Non, ça c'est possible. Mais il a fait quasi que de l'animation, et ce qui est d'ailleurs drôle parce qu'il a des BO genre épiques au possible, quoi, tu vois. Ouais. Et puis pourquoi est-ce qu'il fait de l'animation, il fait des gros blockbusters. Et ouais, non, il est franchement très fort, et ils l'ont repris en fait pour le live action, et je pense que ça a fait une des forces aussi du film, effectivement. Il est très fort, sauf un des derniers films qu'il a fait, c'est Wicked. Ah, c'est vrai qu'il a fait Wicked, mais oui. Alors, c'est lui qui a fait... Forcément, il y avait du coup toutes les musiques qui étaient déjà faites pour le Broadway, mais c'est lui qui a réadapté une partie des musiques. Et là, je le trouve un peu moins fort quand même, quoi. J'ai pas vu Wicked, mais j'en ai pas entendu du bien d'une seule personne dans la vraie vie. Sur les réseaux, tout le monde est en mode « Ah, c'est exceptionnel !» Il y a pas une personne dans la vraie vie qui m'a dit « C'est chouette », tout le monde m'a dit « Ne va pas le voir, c'est du temps perdu ». J'ai des potes étudiants ciné qui m'ont dit « On dirait qu'ils n'ont pas fait d'étalonnage, donc l'image est terne, nuit, moche. » Je suis carrément d'accord. Personne m'a dit du bien, quoi. C'est infernal. Il y a tout qui est infernal sur ce film, mais littéralement tout. Je pourrais passer des heures à en parler. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis allé le voir, je pensais que ça allait être génial.
J'étais super content. Ils ont fait un bon marketing aussi. Ouais, et puis j'aime bien la comédie musicale. Je savais que ça tourne à Broadway, que c'est une institution à Broadway depuis des années et tout. Je m'étais dit, ça va être bien. Et non, pas du tout. J'ai été d'autant plus déçu. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a un monde parallèle entre les réseaux et la vraie vie, quoi. Mais oui, et c'est terrible. Enfin, et en même temps, c'est chacun son opinion, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr. Mais ouais, non, faut vraiment avoir deux opinions avant, je pense. Ou alors tu vas sans opinion et tu te fais la tienne après. Oui, ça marche c'est aussi, bien. Donc n'écoutez pas tout ce qui se fait sur les réseaux. Voici la conclusion de dingue. Ce débat. Donc voilà, tout ça pour dire que John Powell n'a pas fait que des bangers en fait dans sa vie. Donc ça nous rassure. John Powell n'est pas un homme parfait. Mais presque. Il était à ça. Et donc Dragon, ça te marque de ouf. Et celui-là, on peut le ressortir de la poche, on l'avait tout à l'heure. Là, je te le balance. Okay, hop, très radiophonique. Merci. Tout ça. Pardon. Et donc Rio, un film très coloré. Moi, je pense que c'est un des trucs qui m'avait fait aussi beaucoup aimer ce film quand j'étais petite. Oui. J'aime bien aussi que le personnage principal, ça soit un peu un loser en vrai. Blue, le personnage principal, c'est un peu une petite merde. Enfin, le mec, sa vie, c'est vraiment du chocolat chaud. C'est vraiment un perroquet de salon. Et je trouve le concept me faisait beaucoup rire quand je disais un perroquet de salon, ça n'a pas de sens. Et ouais, non, mais les musiques aussi, le fait de découvrir une culture que quand j'étais petite, je connaissais pas du tout, la culture latine, brésilienne, tout ça, je trouve ça fou. J'ai découvert le style la samba, tout ça, et je trouve ça génial. Ouais. Et ouais, non, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup apprécié. Et qui m'avait fait considérer la piste d'études en ornithologie. Ouais. Je me suis dit, mais les oiseaux, c'est trop chouette en fait. Et voilà, ça a été abandonné par la suite, comme on peut le constater. Oui, effectivement. Mais c'est comme quoi le cinéma peut vraiment influencer mais bien les sûr. décisions par la suite. Mais c'était un peu le but en plus du réalisateur qui avait vraiment envie. En fait, la plupart des endroits, la majorité des endroits qu'il y a dans le film, c'est des vrais endroits. C'est pas des trucs inventés, et c'est vraiment des endroits qui existent, et ils avaient justement cet objectif de vouloir faire voyager vraiment les gens pour qu'ils découvrent, comme tu disais, une autre culture. Et en plus de ça, du coup, le réalisateur est lui-même brésilien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a porté de ouf en fait le projet, et c'est pour ça que le projet est aussi bien en vrai, c'est parce que du coup lui c'était vraiment ses racines, et donc il voulait évidemment le porter à l'écran. C'était Carlos Saldana qui a réalisé ça, et qui est un des gros réals justement de ce studio qui a produit ça, qui est le studio Blue Sky, qui n'existe plus là. Et je trouve ça fou comment ils ont conclu, d'ailleurs je sais pas si t'as vu le studio Blue Sky, bien sûr, avec le fait que Scrat, l'écureuil de l'âge de glace récupère enfin c'est une noisette, son gland en court métrage. Ils ont fait ça c'est beau. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le studio Blue Sky, c'est le studio à qui on doit surtout l'âge de glace en fait. C'est-à-dire qu'à part l'âge de glace, ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont fait Rio, ils ont fait Epic, ils ont fait Robots, ils ont fait Horton aussi. Horton, j'ai pas. Epic, Horton, j'ai pas. Horton, c'est plutôt génial. Je t'invite à aller le regarder. J'en parlerai pas plus, mais vraiment, Horton, c'est quelque chose qui est là-haut dans les films d'animation. Moi, j'avais beaucoup aimé. Mais ils se sont... Je me demande s'ils ont... Blue Sky est complètement parti, ou il s'est fait racheter par Disney? Alors, en fait, il s'est fait racheter, puis il a fermé. Ouais, c'est ça. En fait, Blue Sky a même été racheté une fois que c'était à peu près fermé. En fait, Blue Sky a été racheté par la Fox. Ah oui. Et Disney a racheté la Fox. Et du coup... Par conséquent, ils ont racheté Blue Sky. Okay. Et en fait, ils n'ont pas trop bénéficié de sorties du studio Blue Sky. En fait, du coup, maintenant, ils ont juste tous les droits d'exploitation de ces films-là. C'est pour ça qu'ils sont sur Disney+. Sur Disney+, exactement. Et c'est des films qu'ils peuvent utiliser. Donc voilà. Et le studio a en partie fermé à cause du Covid, en fait. Oui, ok. Et parce qu'ils ont eu une assez mauvaise gestion financière à ce moment-là, ils ont juste galéré. Du coup, ils ont fait on ferme. Et ils ont profité de ce rachat par Disney pour justement muter tous les animateurs un peu vers les studios Disney. Je ne sais pas si ça a vraiment été fait au final, mais en tout cas, ils l'avaient un peu vendu comme ça pour le public, pour que ça soit un peu moins brutal. Ouais, un peu moins horrible. C'est vrai. Mais Rio, je crois, mais je dis peut-être n'importe quoi, que je l'ai vu au ciné. Waouh. Ok. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pu... Il est sorti en 2011, donc je me dis, normalement, j'ai pu le voir au ciné. Je crois que je l'ai vu au ciné, si je dis pas n'importe quoi. Ça devait être une chouette expérience. Bah ouais. Et la dernière anecdote, et après j'arrête sur ce tunnel de l'enfer, c'est que Pixar,
ils avaient prévu un film sur les oiseaux, Oui. un peu comme ça. Ah ouais? Et c'était assez similaire. Et en fait, il y a ce film-là, Rio, qui est sorti la même année, et un autre film aussi. Ok. Et en fait, le mélange de ces deux films faisait littéralement le film que Pixar avait imaginé. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est un film Pixar qui s'appelait Axolotl, je crois. Enfin, en tout cas, c'était sur des salamandres ou des axolotls, je sais plus trop. Et effectivement, ça reprenait, je crois, un DreamWorks qui ressemblait beaucoup, et Rio, parce que c'était deux animaux du coup de la même espèce qui devaient sauver leur espèce, parce que c'était les deux derniers, il me semble. Et du coup, ils étaient en mode ça ressemble quand même vachement à Rio et à un autre film que je n'arrivais pas à citer. C'est Rango, l'autre film, ou un truc du genre, je crois. C'est possible. C'est un nom qui ressemble à ça. En gros, c'est deux potentiellement reptiles, donc ça a pris de DreamWorks, qui veulent récupérer leur espèce, donc comme Rio, ils se sont dit ça fait quand même vachement plagiat. Et si je me trompe pas, donc les studios Disney Pixar aiment bien mettre des petits easter eggs de leur prochain film. Oui. Et il me semble que du coup l'easter egg de ce film qui n'est jamais sorti existe quelque part dans un film, je sais plus. Sauf que du coup ils se sont un peu précipités et ils se sont rendus compte on a déjà hint le film, mais il ne sortira jamais. Ah, c'est dingue. Je sais plus exactement dans lequel, mais voilà, il y a des petites pages 3 pattes d'axolotl du coup quelque part. Ah, c'est rigolo ça. Mais en tout cas, je sais qu'il l'avait annoncé quoi. Il me semble qu'il avait été annoncé en convention et tout, puis après ils ont dit finalement on fait plus. Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est un peu drôle comme très anecdote. Drôle. Ok. Et à part Rio et Dragon, est-ce que t'as d'autres trucs qui t'ont vraiment, vraiment marqué ou pas? Ou tu tournais comme ça ouais, c'est ça, les deux qui fassent à chaque fois. Et Rio, d'ailleurs, t'as vu le 2 ou pas? Oui. Ouais, et c'est un film que tu kiffes autant que le 1 aussi ou pas? J'ai plus trop de souvenirs de Rio 2. Le 1, c'est quand même... c'est toujours le premier, on dit que c'est celui-là qui lance le truc, etc. Le 2 est pas trop mal. Il traite assez évidemment de sujets qui sont encore très d'actualité, la déforestation, la protection des espèces en danger, etc. Et c'est un film qui me faisait vraiment mal au cœur parce que il me faisait beaucoup trop écho à la vraie vie, tout simplement. Et donc il est vraiment cool. Je le mets peut-être pas au même niveau que le 1, mais il a une même continuité qui fait vraiment sens. Et non, je l'ai beaucoup aimé aussi pour le coup. Mais tu vois, ce truc-là de protection de la nature et tout, j'entendais justement des personnes qui disaient que c'est un peu comme l'effet Nemo, quoi. C'est-à-dire que l'effet est de dire, regardez, la captivité, c'est pas bien. Mais sauf que ça peut... avoir l'inverse. Ouais, l'inverse, où les enfants vont être là, vont être « Oh, trop chouette, cet animal, on veut à la maison. » Et c'est le même truc qu'il y avait eu pour La Belle et le Clochard et tout. Et sauf que là, ça va quand même être un peu moins... Enfin, ça a été quand même moins le cas avec Rio, parce que ce genre d'animal, c'est pas un truc que tu trouves au magasin vert du coin, quoi, tu vois. Ça coûte... c'est des trucs qui sont protégés en plus et tout. C'est ça. Donc voilà, mais effectivement... Qui a eu une extinction, si je me trompe pas, les espèces d'haras bleus comme ça ont été éteints. Je sais pas s'ils ont réussi à en réintroduire depuis, mais je sais que, il me semble, 2018-19... l'espèce a été éteinte dans l'Amazonie. Oh mais c'est possible qu'elle ait été réinsérée. Ouais, écoute, bien triste nouvelle que voilà. Ça, c'était les films vraiment que t'as kiffé, que tu kiffes toujours maintenant. Oui. Mais est-ce que t'as des films que tu kiffes, mais que pas grand monde connaît ou dont on t'entend pas beaucoup parler et que t'as envie un peu de mettre en avant? T'en citais un peu un épique. Je l'avais pas du tout en tête, et jusqu'à que tu me le rappelles là, effectivement, c'est un film qui... j'ai l'impression que pas tant de monde... Enfin, j'en entends pas beaucoup parler autour de moi. Après, il y a quoi d'autre Mais en même temps, c'est parce que, à part L'Âge de glace, j'ai l'impression que les studios Blue Sky, ils ont pas fait énormément de promotion, ils ont pas été... Enfin, ça a pas autant d'engouement, à part... C'est vraiment, pour moi, Studio Blue Sky, c'est vraiment juste L'Âge de glace. Oui, c'est ça. Et ils ont fait d'autres trucs pour avoir un peu d'argent de temps en temps. Ouais, c'est vrai. En même temps, quand tu compares à l'Empire qui est Disney... ou DreamWorks, tu peux pas forcément t'aligner. Oui, c'est ça. Personne, je pense, maintenant reviendra à la cheville de Disney. Évidemment. C'est tellement devenu un empire que c'est assez fou. Pour le meilleur et pour le pire, et pour le pire. Surtout pour le pire depuis ces 5 dernières années. Ah ouais, c'est terrible. Mais pour le meilleur, peut-être pour ces 5 prochaines années, on espère. Oui, du coup, parce que j'espère qu'ils se sont réveillés il y a 5 ans et que les projets qu'ils ont fait en se réveillant vont pas tarder à arriver. Mais là, pour l'instant, c'est que ça... Il me semble que le changement de PDG, ça a été effectif il y a 2 ans, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont rechangé encore. Ils ont rechangé pour le bien.
Oui, pour oui. le bien. Parce que l'ancien, du coup, c'était un peu L'ancien, c'était un homme d'affaires, point. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas lui qui avait un peu écourté tout ce qui est date de production de Marvel, tout ça, et d'où le fait qu'il y a eu Exactement. flop sur flop. Exactement. Qui a fait arriver d'ailleurs que des films sur Disney+, Ouais. pour un max de business. Exactement. Et il me semble que c'est lui... Enfin, déjà, du coup, c'est lui qui a dû gérer la crise de Covid, donc t'es là, non, merde. Et puis, il me semble que c'est lui qui a fait avancer l'accord avec la Fox pour qu'il soit racheté. Enfin, tu vois, lui, c'était vraiment juste je suis là pour faire de la monnaie. Et c'est tout. Ouais. Et voilà, donc oui, maintenant, il y a un nouveau PDG, on espère que ça sera mieux. Mais du coup, dans les films que les gens ne connaissent pas forcément. Il y avait Ballerina aussi, dont je voulais un peu parler, parce qu'il me semble que c'est un truc qui a été fait par Gaumont, enfin en partie par Gaumont. Ah, c'est drôle. Je l'ai re-regardé, je crois, dans la dernière année. Et en fait, le personnage principal s'échappe de la Bretagne pour aller à Paris. Mais non. Et j'avais jamais su que c'était la Bretagne, et je trouvais ça un peu drôle de voir des drapeaux bretons à gauche, à droite, parce que ça soit un peu sa personnalité aussi, le fait de... Enfin, elle se revendique vraiment souvent bretonne dans le film, etc. Énorme. Et je trouvais ça un peu drôle. Et non, c'est un film qui... j'en entends vraiment peu de gens parler. Effectivement. Pourtant, c'est un film plutôt chouette qui a une... Je pense que quand tu le regardes quand t'es enfant, ça te permet d'avoir une autre valeur en tête, etc. La valeur principale, enfin c'est le message principal, c'est suivez vos rêves, soyez déterminés et tout, perdez pas espoir, etc. Et pour des enfants, je trouve que c'est des messages qui font quand même relativement sens. Sûr. Et ouais, non, c'est un film dont j'entends peu parler. L'animation est franchement plutôt fluide, plutôt belle. On sort pas de sentiers battus, on prend pas trop de risques artistiques, mais franchement ça fait sens. C'est quelque chose qui est donc le thème principal, c'est la danse, surtout la danse classique. Oui. Et c'est beau en fait à animer aussi, à voir animer la danse classique finalement. Donc ouais, non, très très chouette. Et je saurais pas dire si c'est vraiment français, full français, mais je sais il me semble qu'il y a Gaumont dedans, donc d'accord. Voilà, c'était une petite fierté aussi de me dire mais on fait des animations très chouettes aussi en France. Énorme. Et voilà pourquoi je voulais en parler. Ok, trop bien. Et du coup, t'as d'autres films comme ça que les gens connaissent pas trop et que toi t'aimes bien? Après, ça vient d'un gros studio, encore une fois, vu que ma culture est relativement mainstream, je sors pas trop des sentiers battus non plus. Un peu à tort, en vrai, je pense qu'il y a des trucs sympas à découvrir. Mais donc de DreamWorks, il y a Sinbad et je crois que c'est la légende des 7 mers, si je me trompe pas. Ok. Qui est plutôt cool. C'est un film de pirate un peu chouette, qui se base un peu sur des sujets un peu comme l'amitié, un peu l'amour aussi évidemment. Et en fait c'est un peu l'histoire d'un pirate qui a un ami d'enfance qui lui par contre est un peu aristocrate, un peu bien placé, etc. Et cet ami aristocrate se dévoue à la place du pirate quand il doit aller en prison parce qu'il a fait une bêtise. Et il lui dit je sais que t'es innocent, mais là la justice te demande d'aller prouver que t'es innocent, je sais que tu vas le faire, revenir et me libérer. T'as une semaine parce que dans une semaine il décide de me tuer. Ok, oui, donc voilà. Dépêche-toi quoi. Et donc ce pirate là part en vadrouille pour justement trouver justifier ses actions et sauver son pote. Et en fait pas du tout. Il décide d'aller juste faire sa vie de pirate et d'arrêter. Donc vraiment un peu un crevard. Et sauf qu'en fait il y a la fiancée de l'aristocrate qui s'est glissée à bord du bateau et qui essaye un peu de le raisonner, etc. Et voilà, c'est l'aventure en fait assez chouette de tout ça. Et ce qui m'avait beaucoup marqué moi quand j'étais petite, encore une fois, c'est la méchante. C'est la déesse du chaos, si je me trompe pas. Et elle est trop géniale. Elle a une animation des cheveux qui s'arrête jamais en fait, un peu genre les cheveux ondulent, il y a vraiment cette aura un peu divine autour d'elle et tout. Et j'étais fascinée quand j'étais petite. Elle fait des trucs trop cool dans tout le film. Elle est horrible, hein, mais mais l'animation était vraiment vraiment géniale, pas très étonnant de la part de DreamWorks en réalité. Et non, vraiment chouette comme film et très drôle. En plus, il y a vraiment un humour qui est pas mal. Ben, je connais pas, tu vois. T'as d'autres méchantes qui t'ont marqué à part elle et à part Maléfique? Est-ce qu'il y a des méchants qui m'ont fasciné beaucoup? C'est une bonne question. J'avoue, tout de suite, j'ai pas. Même pas un docteur Facilier, par exemple? Il était... Ok, je vois où tu veux en venir. Ouais, je vois où tu veux en venir. J'avoue que c'était moins de la fascination. Il était très stylé. Tu flippais. Il me faisait peur. Il fait peur. C'est un des méchants qui fait le plus peur, enfin récemment en tout cas. Oui. Il a des amis qui viennent de l'au-delà aussi. Donc faut nommer ça quand même. Et oui. C'est vrai qu'il faisait peur. Mais après, c'est vrai que dans les Disney... plus récemment, il y a moins de cette figure-là de méchant qui fait peur et tout. À part, tu vois, dans Alerte Rouge,
où je trouve que la scène de combat final avec le gigantesque panda roux, tu vois, ça peut faire flipper ça, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut le voir comme un truc effectivement, ça c'est flippant, mais on voit pas ça vraiment comme un méchant. Non. Parce que les récents, j'ai l'impression, de Disney Pixar, ça touche vraiment sur la famille. Oui. Un peu en mode réparer vos traumas générationnels. Et je trouve ça génial, comme on dirait vraiment que les animateurs, ils sont tous là, ils en ont vraiment gros sur la patate. Vraiment, maman, papa, lâchez-moi la grappe, tu vois. Ils sont en full thérapie. Ah oui, là, c'est thérapie, mais pour le monde entier. Et je trouve ça génial, que ça soit sur Alerte Rouge, où au final, le panda géant, c'est sa maman qui répète des traumas générationnels. Donc ça, je trouve ça un peu intéressant. En Encanto, on est pile dedans aussi. Le fait que qu'il n'y ait pas vraiment de méchant, mais que la menace, c'est le fait que leur maison s'écroule, mais qu'en fait, ça veut plutôt dire que c'est les relations entre la grand-mère et la petite fille qui s'écroulent. Et ouais, c'est un peu intéressant à noter qu'il y a vraiment cette évolution de passer du gros méchant qui veut tout casser, qui veut avoir du pouvoir, qui veut juste tuer le personnage principal, à... Mais en fait, le méchant, c'est peut-être les voix dans nos têtes ou les trucs comme ça. C'est à prendre ou à laisser, en vrai. C'est un peu un parti pris. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait plus le fait que ça soit juste divisé entre le bien et le mal, quoi. Enfin, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et je sais pas si t'as vu Wish, le Non, 100e. je l'ai pas du tout vu, Wish. Intéressant. Non. Génial. Parce que pour le coup, je pense que, enfin c'est mon avis, pour marquer les 100 ans, ils se sont dit, on va reprendre la recette de base de Disney. Méchant, gentil, chanson, ami, et voilà. Et ça a marché ou pas ? Franchement, moi j'ai pas passé un mauvais moment. Non, j'ai pas passé un mauvais moment, c'était plutôt chouette, mais c'est vrai ça sentait un peu qu'ils voulaient marquer les 100 ans en faisant un truc un peu classique Disney, mais le choix de l'animation, fallait oser. C'est un peu, en fait, on dirait de la 2D, du coup de la 3D. C'est précisément ça. Bah, c'est vrai. Et en même temps, ça aurait pu marcher. Ouais. Il y a des moments où tu te laisses prendre par le truc, tu te dis ouais, en vrai ça marche, et des moments où vraiment tu te dis on dirait que c'est vraiment, on est au milieu de la production du film, ça marche pas quoi. Et c'est vraiment très mitigé. Il faudrait que je regarde ça. J'avoue que j'étais pas allé le voir. Alors, on en parlait tout à l'heure à propos de la promotion de certains films Disney. Là, Wish, je n'en ai pas vu une seule image, mais pas une. Là où Elio, j'avais vu des images avant sur internet, ils ont fait un petit effort même au niveau de la promotion du côté des influenceurs et tout, il y a eu des avant-premières, j'ai vu des trucs passer sur Insta et tout, mais là Wish, le film est passé mais comme ça, je n'ai rien vu passer du tout, et donc là où le seul truc qui m'intrigue, c'est justement cette utilisation un peu de ce qu'on appelle la CG 2D, donc qui est un mélange entre la 3D et la 2D, mais sinon c'est osé. Je trouve ça un peu drôle, enfin la dichotomie du truc on reste dans les sentiers battus de Disney pour notre 100e, mais en même temps on vise pas du tout sur l'animation, alors que c'est un peu la base l'essence. Ouais, c'est ça, c'est l'essence du truc, et ouais, non, vraiment, il m'a fallu du temps pour rentrer dedans, il m'a fallu du temps pour me dire c'est le style, il faut que je passe à autre chose. Et voilà, l'histoire est plutôt chouette. Après, sinon il y a pas grand chose à dire, et pareil, là tu retrouves vraiment le méchant et l'acolyte un peu drôle à côté, etc. Mais quand tu vois les premiers concepts du film, ça aurait pu être, je crois, une histoire d'amour, donc vraiment rester dans le Disney, qu'ils ont tout simplement abandonné. Et ça, je me demande si c'est pas un peu pour rester dans les critères de la femme s'émancipe, on oublie ça, etc. Ils ont plus faire ça un peu pour leur quota que pour je sais pas, parce qu'en vrai ça fonctionne, mais il y a une partie de moi qui aurait bien aimé quand même revoir ces concept art que tu vois, les voir prendre vie, en fait, vu que c'était un peu le concept d'un garçon étoile un peu stylé, tu vois, il y avait un peu une direction artistique qui avait l'air plutôt chouette. Et bon bah voilà. Mais anecdote, c'est le dernier couple de Disney, c'est vraiment la Reine des Neiges, quoi. Il me semble. Mais oui, mais c'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas eu de couple depuis. Alors que c'est un peu l'essence du Disney, c'est les princesses, l'amour, etc. C'est vrai, t'as raison. Et c'est un peu de drôle l'évolution. Sachant que en plus, techniquement, si on vient pinailler, dans la Reine des Neiges, donc que ça soit Elsa ou Anna, ne font pas partie des princesses Disney. Ah ouais ? Techniquement. En fait, c'est un peu un bordel, ça. Et ça témoigne du marketing Disney et de l'empire un peu capitaliste qu'est Disney. Exactement. Du faire des sous-marques et tout pour... Et ça, c'est trop fort, mais... Et en fait, t'as le label, entre guillemets, Disney Princess, qui effectivement est fait uniquement pour le marketing, pour la vente de produits dérivés, pour les parcs et tout. Et la Reine des Neiges, c'est tellement une énorme ampleur
que ils ont juste leur label à côté, quoi, leur label La Reine des Neiges, quoi, tu vois. Et les Disney princesses, donc il me semble, et peut-être que je dis une bêtise, mais que la dernière princesse Disney qui est rentrée, c'est Réponse. Du coup, je pense que c'est... oui, du coup, la meuf dans dans Wish, du coup. Effectivement. Ouais, bien sûr, mais sinon, avant ça, j'étais c'est pas du tout. possible. Et avant ça, c'était Réponse. Ou Rebelle, mais je crois que Rebelle est sorti avant Réponse. Il me semble qu'il y a un monde où Rebelle, ils l'ont... C'est déjà, ou c'est Pixar, ça n'existe pas. Non, Rebelle, ils l'ont rentré justement dans le label okay. Disney Princess. C'est ça qui est étonnant, vu que c'est un film de chez Pixar, par contre. Rebelle, qui est un film dont on ne parle pas assez, je trouve. Je suis bien d'accord avec toi. Qui est plutôt chouette, franchement. Qui est vraiment, vraiment très chouette. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez, justement parce qu'on l'a pas fait passer pour un film Disney. Il a pas eu le privilège d'avoir le marketing d'un film Disney de princesse, entre guillemets. Et du coup, mais pourtant... Très très bon film, je suis d'accord avec toi. Il sort des sentiers battus, je trouve, donc c'est un peu intéressant. Exactement. Pour finir un peu toute cette discussion sur les films d'animation, il y a une question qui est très simple, qui divise les foules. Est-ce que tu les regardes en VO ou en VF? Oh waouh, ok, je l'avais pas vu venir. C'est compliqué à répondre comme ça. Les nouveaux, je les regarde en VO. Okay. Parce que c'est intéressant. Mais des fois, après, je vais sur Deezer et j'écoute les chansons en VF, voir si les traductions sont chouettes. Okay. Voir si la voix, le doubleur qu'ils ont choisi ou pas, fit le personnage ou pas. Et voilà, mais les anciens, j'avoue que je reste plus genre les trucs d'enfance, typiquement La Belle au Bois dormant, La Reine des Neiges, même La Reine des Neiges, La Princesse et la Grenouille et tout. Là, je vais plus y aller en VF parce que c'est un peu les voix qui résonnent de l'enfance. Bien sûr. Ok, c'est drôle ce que tu disais, comme je fais précisément l'inverse, c'est-à-dire que je regarde le film en VF et après je vais écouter les musiques en VO. Je fais vraiment précisément l'inverse. Non, moi j'avoue, et je sais que c'est quelque chose qui divise énormément, mais que j'aime la VF en fait. Ouais, ok. Mais je soutiens de tout cœur les acteurs et les actrices de VF. Bien sûr. Parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien et que j'ai envie de continuer à entendre. Et donc, alors, ça dépend dans quel contexte, mais le contexte des dessins animés aussi mainstream que les Disney et les DreamWorks, je vais aller voir en VF. Après un film d'auteur polonais, forcément je vais aller le voir en VO, tu vois, je me pose pas du tout la question. Mais ouais, j'aime bien la VF, et d'autant plus effectivement avec toutes les actualités maintenant où beaucoup de doubleurs sont en train de se faire voler leur taf par des IA. Ouais, ça, c'est et quand on dit voler leur taf, c'est pas juste qu'ils se font remplacer, hein, non, c'est ils se font voler leur voix par des IA qui se sont entraînés sur leur voix sans leur consentement. Donc c'est assez dingue, donc je soutiens vraiment les doubleurs pour ça, et je trouve que c'est un métier qui est super intéressant, et que c'est un savoir-faire qui est très intéressant, et tout un pan du métier du cinéma qui est trop cool, et qui est trop souvent bâché comme si c'était juste quelque chose pour rendre accessibles les films et point, quoi, alors que pour moi c'est quand même quelque chose à part entière. Donc non, vraiment c'est impressionnant le doublage. Un peu ça. Mais je trouve que ça ou alors c'est juste moi, mais ça se démocratise de plus en plus le doublage, de vraiment voir qu'il y a des gens derrière, que c'est un vrai métier, bien etc. sûr. Notamment grâce ce qu'on voit de plus en plus sur YouTube, les Roman Dub. Et je trouve que ça évolue un peu, mais c'est peut-être juste mon point de vue du truc. Moi j'allais dire surtout grâce à Donald Renew. Oui, aussi. Comme Donald Renew fait énormément de choses sur internet, dont sur Twitch, et même, il a une émission qui s'appelle Stream VF, qui est exceptionnelle. Je vous invite à aller l'écouter si vous avez envie, où genre il invite littéralement tout le casting soit d'une série, soit d'une saga et tout, et il invite certes donc du coup les comédiens de doublage et les comédiennes de doublage, mais aussi le directeur ou la directrice artistique qui a donc même des fois je crois les traducteurs ou traductrices, etc. Donc c'est juste super intéressant de voir comment est-ce que le directrice a choisi telle ou telle personne, a bossé tel truc, comment est-ce qu'ils ont bossé avec les studios états-uniens. Ouais, ça c'est fou. Donc et Donald Renew, on l'a vu du coup après sur d'autres plateaux, sur Twitch, il fait beaucoup de choses sur Insta, sur YouTube, donc je pense que ça fait partie. Joue aussi. Mais lui et Dorothée Pousseo aussi, ils sont un peu devenus, je pense, les visages du doublage, etc. Bien je pense sûr. que quand tu demandes à des gens de citer des doubleurs un peu connus, je pense que c'est un peu les deux qui reviennent. Parce que c'est les deux aussi qui reviennent dans les films, quoi. C'est ça. C'est des voix qu'on entend au moins 4-5 fois par an au cinéma. Donc, il y a ça, aussi c'est impressionnant. Emilou Holmes, je saurais pas, je sais plus son nom de famille, qui fait notamment Anna dans La Reine des Neiges, si je me trompe pas. Elle fait le personnage, c'est Ellie, le personnage dans The Last of Us. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, elle je aussi, vois elle pas commence qui c'est, un tu peu vois.
à se démarquer un peu. Et enfin voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est beau de pas trop savoir mettre un visage ou un nom sur les doubleurs, parce que tu te dis. C'est un peu pour ça qu'il faut... C'est vraiment le métier de l'ombre. C'est ça, et je trouve ça vraiment trop stylé comme métier. C'est vraiment beau. Et c'est vraiment terrible que ça se casse un peu... ça se fait un peu casser la gueule par l'IA, quoi. Autre doubleur que j'apprécie aussi particulièrement, c'est Richard Darbois. Qui est une gigantesque voix, qui a fait le génie dans Aladdin, qui a fait Buzz l'éclair, qui est en fait la grosse voix du cinéma français. C'est lui, et avec Donald Renew justement, qui font genre les voix d'annonce dans Énergie, où t'as une grosse voix et une voix un peu plus jeune. La grosse voix c'est Richard Darbois, et la voix un peu plus jeune c'est Donald Renew. Et dès que t'entends un peu vraiment une grosse voix, mais vraiment type radio, tu peux être sûr à 90% que ça va être Richard Darbois. On l'a entendu partout, cet homme, et j'ai quand même un peu une fascination pour lui, comme s'il y a bien quelqu'un qui maîtrise un peu à la perfection l'art du doublage, c'est lui. Pour finir, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? D'abord d'animation, si tu veux, puis après on généralise au film. Mais... Et ben, pas plus tard qu'hier, je suis allée voir Amélie et la métaphysique des tubes. Bien sûr. Donc, c'est génial. Prix du public, si je me trompe pas, au Festival d'Annecy 2025. Ouais. Et pour la claque, je pense que j'ai pleuré vraiment 70%, 80% du film. Okay. J'ai trouvé ça très beau. C'est très très beau. C'est... Que ça soit dans l'animation, l'histoire, le doublage, bah du coup pour le coup je l'ai vu en c'est un film français. C'est un film français. Voix française et tout était magnifique, j'ai adoré. C'est génial. Je crois que tu l'as vu aussi. Je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi. Et ben écoute, je suis assez d'accord. En fait, j'avoue, j'ai eu peur la première minute du film, parce que le film commence par la phrase du genre je suis Dieu, ou ça c'est Dieu, voilà. Et j'ai fait oh merde, attends, donc où est-ce qu'on va aller là, machin. Et j'ai eu... et en fait, après, j'ai tout de suite compris, et tout s'est super bien déroulé. Et sur la fin, j'ai aussi eu un petit truc qui m'a fait décrocher du film pendant 30 secondes. J'en parle pas parce que le film est encore à l'affiche en ce moment, donc je ne le spoil pas. Mais voilà, mais en général, très 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 beau film. Et ça propose des choses, et j'aime beaucoup ce côté justement avec une voix off, avec une narratrice, et la voix off, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est super douce. La doubleuse, je sais plus, dans le générique j'ai pas eu le temps de voir qui avait fait la voix d'Amélie, mais du coup les voix additionnelles d'Amélie, c'est Emilou dont je te parlais un peu plus tôt. Elle était dedans, et c'était beau. Enfin, la voix, je trouve, elle est enfantine, et je trouve que du coup, ça apporte vraiment ce truc qui te prend tout de suite aux tripes du petit bébé, du petit enfant et tout. Et ça aide vraiment. C'était magnifique. Et donc, c'est adapté d'un livre de Amélie Nothomb, qui est une autobiographie de son enfance, en tout cas de comment est-ce qu'elle s'en souvient, de comment est-ce qu'elle le ressent, de comment est-ce qu'elle avait envie peut-être de la ressentir, comme le film se passe quand même quand elle a 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait écrit une biographie d'elle à 2 ans et demi, 3 ans, peut-être. Tu sais pas, parce que c'est Dieu au début. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est Dieu, donc Dieu est capable d'écrire une biographie, mais voilà, donc moi je le conseille en tout cas à aller voir, et surtout qu'il est assez court, il dure 1h20. Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous dites tiens, qu'est-ce que je peux aller voir au cinéma, allez voir ça, Amélie et la métaphysique des tubes. En plus, quand vous en parlez en discussion avec vos potes, ça fait un peu stylé, parce que dans le nom il y a métaphysique, et donc ça on va te prendre pour un big brain. donc j'ai un pote qui savait pas ce qu'on allait voir, on lui a dit on va voir Amélie la métaphysique des tubes, il a fait le nom claque, je viens. Et il a adoré, donc comme quoi évidemment. Mais c'était et puis après dans le festival d'Annecy aussi, il y avait pas mal de trucs qui avaient l'air un peu chouette. J'ai pris le soin de les noter. Bien sûr. Que j'arrive pas à trouver par contre. Il y a Chao de Monsieur Aoki. J'arriverai pas à alors en fait Chao il a pas encore de date de distribution en France. Il me semble qu'il sortira en août au Japon, si je dis pas de bêtises. Ou alors je confonds avec un autre film, mais il n'a pas encore de date de distribution en France. Malheureusement. Parce qu'il a l'air vraiment pareil, très fluide, très animation. Je vais oser en parler, mais Ghibli. Et je trouvais que il y avait un truc un peu stylé et tout, ça a l'air très perché aussi. Oui, et ça c'est sûr. Ça a l'air vraiment bizarre, mais en même temps, le parti a l'air de fonctionner. Et quand j'ai un peu regardé la sélection du coup du Festival d'Annecy, je me disais ça, je pense que je serais capable d'aller le voir, ça a l'air plutôt chouette. Je suis assez d'accord avec toi, il y avait des bons films en tout cas en prix au Festival d'Annecy, mais alors, à part Amélie et la métaphysique des tubes, il n'y a pas grand chose qui ont des dates de sortie en France en fait. Après
Bon, c'est vrai pour tout le secteur de la culture maintenant, mais je crois que l'animation rame aussi beaucoup en ce moment. Ouais. C'est assez compliqué. Ouais. Mais bon, c'est la culture. Bah ouais. On Sinon, espère justement peut-être un downgrade de Disney et qui qui laisse un peu plus de place aux autres et voilà, peut-être que ça marchera comme ça. Mais du coup, je disais que tant que j'y pense, il y a quand même un style d'animation, moi j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus. Oui. Le film un peu à la Chicken Run, à la Wallace et Gromit, à la pâte à modeler, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est du film que j'ai très très peu consommé, mais que j'adore, en fait, que j'aime surtout dans un contexte, par exemple, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je trouve que ça marche parce que c'est un contexte dérangeant. Ce style d'animation, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc forcément c'est dérangeant aussi. Donc dans ce genre de film, ça marche. Après, j'avoue que j'ai pas trop vu les Wallace et Gromit, les Chicken Run. Je sais que j'ai jamais vu. J'ai l'impression que ça t'a choqué là. Non, pas du tout. C'est juste que, enfin, c'est un style d'animation qui est vraiment, moi, il me faisait peur, quoi. Ouais. Et ouais, c'est vrai que ça rentre dans ce que tu disais et tout. Il est vraiment. C'est bizarre, et en même temps ça prend énormément de temps à faire, et si je me trompe pas, ça a été un des premiers, bon peut-être pas, mais dans les premiers projets de DreamWorks de travailler avec une société qui était spécialisée dans l'animation en pâte à modeler en fait. Et ils ont fait quelques films avant de se rendre compte que c'était un giga flop. Ils se sont retirés après DreamWorks, mais ok, c'est drôle. Ils ont voulu peut-être un peu se diversifier de la concurrence, un peu trop quoi. Ouais, non. Ok, si la concurrence le faisait pas, c'est peut-être pour une raison. Ok, mais ouais, non, c'est pas forcément des films que j'ai regardés, mais donc c'est pas forcément des films qui me déplaisent non plus. Je suis un peu neutre par rapport à ça. Et donc t'as vu Amélie et le Métaphysique des tubes en animation. Et qu'est-ce que t'as vu sinon au ciné dernièrement ? Ce matin, je suis allée voir Matérialiste. Tu as vu Matérialiste. Et franchement, je propose qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en vrai. On n'en parle pas. Disons seulement qu'il y a Pedro Pascal dedans, comme tous les films états-uniens qui sortent en ce moment en salle. Pedro Pascal s'est dédoublé, assurément, pour tourner autant de films. Ouais, non, le film est... c'est ce que tu dis en fait, c'est que je pense sans le casting vendeur, c'est un flop atomique, mais il soulève des problématiques qui sont relativement intéressantes. Ok. C'est profond quand même un peu. Je veux pas trop spoil parce qu'effectivement il est encore à l'affiche, etc. Mais ça soulève quand même des questions où tu te dis c'est vrai que vu comme ça, pas ouf. Ok, d'accord. Ce problème sociétal là, mais c'est assez explicite. Moi j'avais justement un peu peur que ça soit pas trop profond, et quand j'ai lu le synopsis et quand j'ai vu même un peu l'affiche et tout, j'ai eu très très peur que ça soit juste un peu un téléfilm de Noël de TF1. Avec juste trois profils connus. Je pensais ça aussi, et non. Non, c'est pas final, ça. Ok, parfait. C'est un peu plus profond. Il y a un peu de profondeur. Bon, ça rassure quand même. Mais ça a été fait par la réalisatrice de Past Life. Ok, donc bien sûr. Je m'attendais à ce que quand même il y ait un truc un peu plus que juste faire un triangle amoureux entre trois célébrités connues. C'est un pléonasme. Mais non, il y a un petit truc. Je te dis pas, va le voir, il est génial. Non, mais il est pas non plus trop pourri. C'est pas le truc le plus pourri qu'il y a à l'affiche en ce moment. Exact. Car en ce moment, à l'affiche, il y a le film F1. Enfin bref. En tout cas, quel est le prochain film que tu veux aller voir au cinéma, toi ? Qu'est-ce qu'il y a à l'affiche là qui te plaît un peu ? Je sais pas si t'as vu qu'il y a un super film avec Kevin Adams et Ryan Density à l'affiche. Qui s'appelle. Il est très bien chauve. Il aime bien chauve. J'ai vu la bande-annonce et j'ai failli sortir de la salle juste par la bande-annonce. Quel enfer. La bande-annonce passe en ciné en ce moment. Quel enfer. Et j'ai pas envie de critiquer les films français parce qu'on sait faire du ciné et tout. Mais pourquoi on produit des trucs comme ça, quoi ? J'ai envie de critiquer la comédie française. Alors j'ai envie de critiquer UGC Film. UGC Film qui est un distributeur, qui ont des cinémas très très bons, qui vont diffuser énormément de films d'auteurs et tout. Mais par contre, dans la distribution, c'est genre eux qui ont distribué les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les trucs comme ça, tu vois. UGC Film, en termes de distribution, ils font que de la comédie française, mais de la comédie française lourde, vraiment mauvaise, quoi. Oui. Et donc... on souffle. On souffle, clarément. On souffle mais vraiment, non, c'est un peu un sujet que t'évoquais avec je sais plus quel podcast, mais le fait qu'il y ait des gens très talentueux, des artistes qui ont des idées en tête, que ce soit dans le cinéma d'animation ou dans le cinéma de prise de vue réelle, où il y a des choses à dire, il y a des choses à raconter qui auraient pu être financées, et à la place on finance il aime bien chauve. Exactement. Non, quoi. Quand on sait un peu comment est-ce que marche le système de financement des films, tu te mords les doigts. Non. On en avait effectivement parlé avec donc Gabriel Pichon dans l'épisode 3 du podcast. On vous invite à aller l'écouter dès que celui-là sera fini, évidemment. Donc à part il aime bien chauve, t'as rien que tu veux aller voir au cinéma. On partait sur ça à la base, toutes mes excuses.
Qu'est-ce que... Non, je crois qu'il n'y a rien qui me vient à l'esprit là tout de suite. Il faut savoir que depuis janvier, il y a très peu de films qui sortent, qui sont bons. Et j'ai vu une stat juste avant de venir, là, comme quoi la fréquentation des cinémas est la plus mauvaise depuis 28 ans. Alors qu'il y a eu le... Ah non, 28 ans. Peut-être pas l'après-Covid, ouais, quoique. Depuis 28 ans. Et si, on compte l'après-Covid. Et justement, on est le pays qui est censé mieux sortir d'un point de vue fréquentation de cinéma après le Covid. Wow. L'année dernière, on a eu un record, mais vraiment un record. C'était énorme le nombre de fréquentations. Mais en même temps, l'année dernière, t'as eu un petit truc en plus. Monte Cristo, L'amour ouf, Emilia Pérez. Enfin, les gros films l'année dernière, The Substance. Enfin, tu vois, les gigafilms l'année dernière sont énormes. Et cette année, il n'y a rien, mais vraiment rien. Cet été, il n'y a pas grand-chose. Il y a énormément de films d'animation pour les enfants qui sortent du coup cet été, ça paraît logique pour du coup attirer les familles en salle. Mais sinon, effectivement, moi, je saurais pas trop quoi répondre à cette question. J'avoue que j'ai vraiment rien en tête. Il y a à la limite Rapace qui a l'air pas déconnant. Que je vais voir dans 2 heures. Non, il a l'air pas mal. Du coup, c'est parce que j'ai vu la bande-annonce en allant voir bien sûr. Amélie hier. Mais qui a l'air de résonner quand même dans un propos qui fait sens en fait. Oui, je suis d'accord. Et qui mérite d'être adressé, etc. Et j'avais vu quelques interviews des 2 acteurs principaux, donc il y a Laurie Wanek si je me trompe pas, et j'ai plus le nom, j'ai pas le nom. C'est pas grave. Qui disait qu'effectivement il y avait quand même ce truc de relation père-fille qui était intéressant, qui approfondit, ce sujet de féminicide aussi qui est principal dans le film, et qui avait l'air assez intéressant. Donc si jamais je dois retourner au cinéma, effectivement ça sera pour ça. Ça sera pour ça. Mais je comprends. Mais il y a quand même des petites pépites comme ça de cinéma d'auteur qui sortent de temps en temps. Mais en termes de gros films qui va attirer les foules et qui va être bien, comme par exemple l'année dernière Le Comte de Monte Cristo ou d'autres films comme ça, c'est vrai qu'on n'a rien de semblable cette année, ce qui fait que personne pas français après, mais je pense que peut-être 4 Fantastiques et Jurassic World vont peut-être essayer d'attirer un peu le genre, mais Superman peut-être, voilà, c'est ce qu'on se dit. Superman avant l'été, s'il sort, peut-être que voilà. Mais en France, je pense que le Dupieux va attirer, comme du coup il y a un dernier Dupieux, l'accident de piano qui est sorti la semaine dernière, peut-être qu'il va attirer du monde en salle aussi, peut-être, on sait pas. Et en même temps, le cinéma maintenant c'est un peu devenu un truc... Enfin, on peut se le permettre, quoi. C'est surtout dans cette optique-là. Bien sûr. Tout le milieu de la culture, en fait, on se répète, mais c'est des trucs qui sont de moins en moins accessibles, malheureusement. Et c'est là où on vient donner nos petits tips de rat. Essayez de... Si vous trouvez ça trop cher, essayez d'aller dans les petits cinémas de quartier, quoi. Nous, à Brest, on a un cinéma qui s'appelle Les Studios. La place, vous pouvez prendre un carnet de 10, votre place vous revient à 5€. Si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir des remises jusqu'à 3,50€, c'est-à-dire que ta place de ciné, tu la payes 3,50€. C'est rien. Et si vous allez dans des plus gros cinémas, dans les Pâtés, dans les UGC, dans les Kinépolis, prenez des cartes d'abonnement au mois, à l'année, ça sera rentabilisé en 2 fois. Il y a au moins 2 bons films qui vont vous attirer dans le mois. Et voilà, et ça fait marcher le cinéma, le commerce, en plus. Et exactement. Écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi, c'était un plaisir. C'était super. Du coup, la liste des films est disponible dans la description. Exactement, génial. Tu as tout compris. C'était la fin de la saison 1 de On fait du ciné. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous les invités et merci à vous, nos éditeurs, nos auditrices. On se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances pour la saison 2, exactement. Merci beaucoup, bonne continuation jeudi. Bonnes vacances à tout le monde. Et voilà, en attendant, allez au cinéma, par pitié, allez voir des trucs bien. En VF, en VO, on vous laisse décider. On vous laisse décider. Au revoir. Au revoir.